Il est 14h33 sur Europe 1, la suite d'Europe 1 Info, les grands entretiens politiques avec Mickaël Dorian jusqu'à 15h et notre nouvel invité Mathieu Vallet, eurodéputé et porte-parole du Rassemblement national. Bonjour Mathieu Vallet. Bonjour Mickaël Dorian, merci de votre invitation. Bercy menace de plafonner les marges des distributeurs si les prix du carburant ne baissent pas. Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, a indiqué hier qu'aucune hausse indue des marges n'a été constatée à la pompe. La ministre déléguée à l'énergie a aussi indiqué avoir demandé une enquête à l'échelle européenne pour vérifier qu'il n'y a pas d'abus du côté des raffineurs cette fois-ci. Écoutez, le député insoumis de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui critiquait ce matin chez nos confrères de TF1 la stratégie du gouvernement sur le carburant. Le gouvernement s'y prend fort mal. D'abord, il annonce des choses, il explique qu'il va plafonner le prix par décret, puis après il dit non, en fait j'y ai pas songé, puis après il dit en fait c'est juste une menace. Ils disent que c'est une menace pour se garder un outil. Voilà. Mais donc en plus il s'adresse aux distributeurs qui font la plus petite marge. Donc c'est pas sur les distributeurs qu'il faut aller plafonner les prix. Il faut bloquer les prix. Et le plafonnement doit se faire sur les raffineurs producteurs, c'est-à-dire en gros Total. C'est le seul endroit où en réalité on peut faire en sorte que ce soit à la fois $1 pour la collectivité, $1 pour les consommateurs, faire payer Total qui s'est fait le mois dernier, 1 milliard de bénéfices en jouant sur la spéculation, sur la situation au Proche et au Moyen-Orient. Donc voilà ce que nous proposons. Éric Coquerel a interrogé sur Europe 1 ce matin. Mathieu Vallet, le gouvernement renvoie la balle, tantôt sur les distributeurs, tantôt sur les raffineurs. Finalement, aujourd'hui, ils ne sont pas responsables de cette hausse. C'est ce qu'ils veulent faire entendre aux Français ? Non mais ça fait un peu les charlots à Bercy, les différents ministres, que ce soit du budget, de l'économie, la porte-parole du gouvernement, pour qui j'ai le plus grand respect, mais qui ne respectent pas les Français en laissant les prix au litre de l'essence ou du gasoil s'envoler. Il n'y a rien qu'à changer. Ils misent sur une fin de crise iranienne qui n'arrive pas. Donc il fallait prendre des mesures. Nous, on ne change pas d'iota. Très concrètement, Mickaël Dorian, si nous étions en responsabilité, la messe serait dite et les choses seraient très claires. Avec nous, les Français, sur 40 litres, gagneraient 17,20 € par plein. Comment ? Voilà. Eh ben, on réduirait d'abord les taxes, on l'a dit, de 20% à 5,5%. C'est très clair. Mais encore comment ? Aujourd'hui, s'il n'y a plus prenons un litre d'argent... Mais il n'y a plus d'argent parce qu'on a des amateurs qui ont coulé le pays et qui l'ont mis dans le mur. Donc, j'ai pas de compte à rendre sur des décisions qu'on n'a pas prises. Ils ont jeté l'argent par les fenêtres, à eux de rendre des comptes aux Français et aux Français d'en tirer les conséquences aux élections. Mais moi, je suis très concret. C'est même financé, c'est même expliqué, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, contrairement aux différents rageux sur les réseaux sociaux qui disent que nos propositions ne traitent pas d'économie sur le litre, bah si, on passerait de 2,20 € le litre à 1,77 €. D'abord en réduisant la TVA, je vous disais, de 20% à 5,5%. Et en cas de crise, ce qu'on vit actuellement, il faut quand même ne pas voir très clair pour comprendre que la crise est prévue pour s'installer quand même encore pendant un certain moment. Et ben sur la TICPE, cet acronyme barbare pour dire une taxe que nous réduirons aussi, donc on passerait de 2,20 € à 77. Ça veut dire que 40 litres de 88 €, on passerait à 70,80 €. Voilà, ça fait 17,20 € de gagné. C'est 17,20 € par plein quand vous avez des gens qui sont obligés de prendre la voiture pour aller au travail, pour aller à l'hôpital, pour aller voir de la famille, pour aller faire des courses, et ben ça compte. Voilà, c'est 17,20 €. On parle pas de 10 centimes ou de 15 centimes. Et j'entends Michel-Édouard Leclerc qui parle des certificats d'économie d'énergie. Ben pourquoi pas ? C'est 15 à 17 centimes d'euros par litre. Vous savez, ces certificats qui sont imposés pour financer des actions écologiques, pour financer certains dispositifs. Et ben oui, en temps de crise, il faut, à crise exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Vous voyez, concrètement, on rend du pouvoir d'achat aux Français. Je rappelle que Marine Le Pen avait mis le sujet du pouvoir d'achat d'entrée de jeu en 2022 comme un sujet prioritaire, majoritaire et sérieux sur lequel on fait des propositions depuis des années. On apprend aujourd'hui, selon le dernier baromètre de l'IFOP pour l'opinion, que les débats autour de la hausse des prix des carburants figurent au premier rang des conversations des Français. Absolument. Devant les négociations de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Et ce qui est sûr, c'est que les prix ne vont pas baisser tout de suite. En tous les cas, même s'il y a une très légère baisse qu'on a pu voir depuis quelques jours, ça ne va pas être réellement significatif avant un bon moment. Et encore, si la situation internationale se stabilise, ce qui n'est encore pas tout à fait le cas. Ah mais on est d'accord, mais c'est pour ça que dans le contre-budget qu'on a proposé l'année dernière, quand on propose les mesures que je viens de vous énoncer sur la baisse du prix au litre à la station essence, bon, c'est à peu près 1 milliard d'euros par mois. Comment on les finance ? D'abord, les énergies intermittentes qui nous coûtent un pognon de dingue, c'est 6 à 8 milliards d'euros par an.
les prestations non contributives qui sont versées aux étrangers, c'est presque 15 à 17 milliards d'euros. Vous voyez, on est déjà presque à 25 milliards d'euros. C'est largement financé s'il y a le courage de faire des économies. Là où le gouvernement a pactisé avec les socialistes pour distribuer une prime d'activité, pour racheter finalement la possibilité de ne pas dissoudre l'Assemblée et de retourner devant les électeurs. Nous, on est courageux et c'est sans prétention. Ce courage permettrait de faire baisser le prix à la pompe, de redonner du pouvoir d'achat aux Français et d'affronter cette crise qui va s'installer durablement. Michel-Édouard Leclerc l'a également dit ce matin sur vos antennes. Et c'est une façon de régler la situation, de régler cette crise dans l'urgence. On est, je le redis, en pleine vacances de printemps. Il y a des Français qui partent moins loin, qui ne partent pas du tout. Certains annulent carrément leur week-end. D'autres se serrent la ceinture, ne vont plus au restaurant, ne font plus de... Bon, ça fait un moment que les Français se serrent la ceinture, vous savez. Mais en particulier en ce moment. C'est-à-dire s'ils décident finalement de partir, vu ce que va leur coûter le trajet en voiture, c'est un ou deux restos de moins sur la semaine. On n'a pas attendu, nous, qu'il y ait la crise iranienne pour faire des propositions. C'est pour ça que Jordan Bardella propose qu'on sorte des règles du marché européen de l'électricité. Enfin, on est les seuls dindons de la farce de l'Union européenne. L'Espagne, le Portugal, donc toute la péninsule ibérique est sortie de ces règles européennes avec une baisse en moyenne de 20-30% des prix de l'électricité. On peut parler aussi du gaz, on peut parler aussi du fuel. Donc on fait des propositions et d'ailleurs c'est pour ça qu'on met tous ces produits qu'on estime de première nécessité. Quand vous vous chauffez, quand vous vous déplacez, quand vous avez à la maison du gaz et de l'électricité ou du gaz ou les deux, évidemment que de faire baisser la TVA de 20% à 5,5%, c'est une mesure qui permet à toutes et à tous de voir leur pouvoir d'achat augmenter. Et on l'a fait, cette proposition, depuis belle lurette. Et moi, depuis que je suis dans le parti, je peux vous dire, depuis les élections européennes. Le but, c'est pas de torturer l'Europe de l'intérieur. Le but, c'est de faire changer l'Europe de l'intérieur pour redonner le pouvoir aux Français, pour redonner le pouvoir d'achat aux Français, pour redonner la souveraineté à notre pays, comme le fait le Portugal, comme le fait l'Espagne, comme le fait d'ailleurs la Pologne. L'Allemagne, c'est pareil, a mis en place un système dérogatoire sur le prix au litre du carburant que la France ne veut pas faire non plus sur les taxes. Donc en fait, on est les derniers dindons de la farce à tout payer, à tout financer et à avoir la plus haute contribution du budget de la France à l'Union européenne. Concernant Jordan Bardella, vous en parliez, il a déjeuné ce midi avec le bureau exécutif du MEDEF, une rencontre inédite qui marque un tournant dans les relations entre votre parti et la principale organisation patronale. Est-ce que vous avez eu des retours après ce déjeuner, Mathieu Vallée ? Ça fait longtemps que Marine Le Pen et Jordan Bardella parlent au milieu économique, au milieu entrepreneurial, au milieu artisanal, au milieu des PME, PMI, au milieu des entreprises de taille intermédiaire, tous celles et ceux qui prennent des risques pour créer de la richesse. Je rappelle qu'en France, c'est pas l'État qui crée de la richesse, c'est celles et ceux qui engagent souvent leurs responsabilités juridiques, financières, budgétaires, personnelles pour créer de l'emploi, pour créer de l'activité, pour permettre à l'État de prélever des taxes. Mais beaucoup trop aujourd'hui. Donc moi, d'abord, je veux rappeler que Jordan Bardella, actuellement, il n'est pas en train de passer le bac. Donc c'est pas un grand oral de rattrapage au bac dans lequel on aurait des patrons qui distribuent des bons et des mauvais points. Jordan Bardella, il est là pour faire des propositions et pour attendre aussi que le MEDEF, qui est une organisation syndicale patronale, fasse aussi des propositions. Alors pourquoi est-ce que cette rencontre, elle crispe aujourd'hui ? Mais elle crispe personne. Nous, on y va très sereinement, avec des mesures très claires, avec la volonté de réduire les normes en France. On le fait déjà à l'Union européenne, avec notamment la directive Omnibus, ou encore sur des sujets où on se bat, où on a obtenu des victoires. La fin des véhicules thermiques qui était prévue en 2035, elle est repoussée. Les amendes qui étaient prévues pour les constructeurs automobiles, finalement, c'est pareil, on a obtenu des victoires. Donc, on gagne pas tout, on gagne pas la guerre, mais on gagne des batailles. Et donc, aujourd'hui, devant le mouvement des entreprises de France, l'idée, c'est de partager nos propositions et d'écouter aussi leurs propositions. Mais c'est pas un grand oral où il y a les bonnets d'âne qui sont donnés à ceux qu'on estime pas avoir les bons programmes et ceux qui auraient finalement les Césars de la finance ou les Mozart de la finance dont on sait aujourd'hui comment ça s'est terminé. Écoutez l'ancien commissaire européen Thierry Breton qui réagissait ce matin. Il n'est pas désagréable, mais sur c'est BFM pas TV. le meilleur placé pour faire des leçons d'économie. Le MEDEF, évidemment, donc en tant qu'organisation, ça me semble parfaitement légitime qu'il le voit, toutes celles et tous ceux qui aspirent à être président, à diriger notre pays, que le MEDEF reçoive tous ces candidats, ça me semble parfaitement légitime et c'est, je dirais, son rôle. Alors après ça, en tirer les conséquences et les conclusions qu'on veut, ça je laisse à chacun le soin de le faire. Moi, ça ne me choque pas du tout, bien au contraire, que le MEDEF prenne le temps de les écouter, mais aussi de faire savoir ce qui est important pour l'économie française et pour la compétitivité de nos entreprises. La réaction de Thierry Breton ce matin sur BFM TV. Oui, non, mais moi je vais même plus loin. On va même plus loin. Marine Le Pen et Jordan Bardella sont disposés à discuter avec la CGT, avec la CFDT, avec FO, avec, comme on le fait avec le MEDEF, avec toutes les organisations représentatives syndicales. C'est eux qui, finalement, nous snobent et nous prennent pour peut-être, j'en sais rien, des pouilleux ou des pestiférés. Mais nous, on est prêts à discuter avec tout le monde. Alors est-ce que dans l'autre sens, Mathieu Vallée, est-ce que dans l'autre sens, ce rapprochement ou ces discussions avec le MEDEF ne risquent pas de heurter votre électorat plus populaire qui se méfie peut-être du patronat ?
Non mais ça c'est pareil, alors parce que Jordan Bardella a des sentiments et éprouve une relation amoureuse avec une princesse, on nous dit que ça va déplaire à notre électorat. Maintenant qu'il parle avec le MEDEF, c'était pas l'objet de ma question. On nous dit, en tout cas c'est celle que je vous fais dans ma réponse, parce qu'on fait le quoi, alors pas sur le même sujet, je vous l'accorde, mais quand c'est pas ces relations amoureuses qui pourraient déplaire à notre électorat, on nous dit que c'est les relations cordiales et syndicales qu'on entretiendrait avec une organisation qui représente les entreprises de France. Mais au bout d'un moment, nos électeurs demandent à avoir du pouvoir d'achat, demandent à avoir de l'emploi, demandent à avoir des propositions, c'est ce que nous on fait, et nous, pour coller à la réalité de ce qu'on veut proposer comme programme, on rencontre les forces vives que sont les syndicats. Alors Emmanuel Macron les a négligés, voire méprisés, on l'a vu avec les Gilets jaunes, durant ces 5 ans et ces 2 fois de 5 ans de mandat, 10 ans, mais nous on les respecte, on les écoute et ils représentent. Je rappelle qu'il y a des élections syndicales et professionnelles, j'étais moi-même syndicaliste policier, et donc qui mieux que ceux qui représentent les salariés, les entrepreneurs, les entreprises, les forces vives de la nation pour nous faire des propositions. C'est ce qu'on attend aussi. Nous on est dans du dialogue social, on n'est pas dans une politique verticale. Ça va changer, effectivement. Si on est élu en 2027, il y aura de l'écoute, il y aura de l'échange, et on prendra même certaines propositions qu'on jugera bonnes pour le pays. On le fait déjà à l'Assemblée, vous savez. Une bonne proposition de l'extrême centre ou de l'extrême gauche, si elle va dans le bon sens, évidemment qu'on la vote. On dit non, c'est pas de chez nous, ça vient pas de notre couleur politique, donc les Français vont finalement pâtir des querelles de chapelle, en fait. C'est pas ça la politique. Les gens en auront ras-le-bol de ça. Ça les saoule, et je les comprends. On va parler de Bruno Retailleau dans un instant. Désigné... Je sais pas si la transition... Ce sera à vous de me le dire. Dans un instant, Bruno Retailleau désigné par les Républicains candidat donc pour la prochaine élection présidentielle. 73,8% des voix recueillies lors de ce vote en ligne auprès des adhérents des LR. On en parlera dans un instant sur Europe 1. 3h moins le quart sur Europe 1, les grands entretiens politiques avec Mickaël Dorian jusqu'à 15h. C'est dans un instant pour le dernier quart d'heure d'émission avec notre invité Mathieu Vallet, eurodéputé et porte-parole du Rassemblement national. À tout de suite. Week-end, près de 76 000 adhérents des Républicains étaient invités à voter en ligne pour désigner un candidat à la prochaine présidentielle ou l'organisation d'une primaire ouverte ou fermée. Bruno Retailleau a donc été désigné candidat à cette présidentielle. Il a emporté avec 73,8%. Ils n'ont été que 12,2% à voter pour l'organisation d'une primaire exclusivement réservée aux candidats LR et 14% à soutenir une primaire ouverte avec des candidats de la droite et du centre. Alors je vais vous interroger sur ce sujet, Mathieu Vallet, dans un instant, mais d'abord écoutez la réaction, l'analyse d'Arnaud Benedetti, qui est politologue, professeur associé à la Sorbonne, qui réagissait donc sur ce sujet. C'était sur Europe 1 ce matin. Le sujet majeur aujourd'hui pour Bruno Retailleau, c'est d'être capable d'enclencher une dynamique. On est très loin de ce premier tour de l'élection présidentielle, donc c'est très difficile aujourd'hui de voir comment peut se dégager cette dynamique et dans quel sens. La réalité, c'est que tant qu'on ne connaît pas véritablement l'état de la concurrence, et on ne le connaîtra vraisemblablement de manière précise qu'à partir de l'automne, et encore, il y aura là aussi des mouvements, il est très difficile de voir comment Bruno Retailleau peut réussir à un moment donné se servir de levier de ce résultat au sein des LR. Voilà, donc Arnaud Benedetti interrogé ce matin sur Europe 1, et c'est vrai, Mathieu Vallet, qu'on peut dire que le plus dur commence maintenant pour Bruno Retailleau. Oui, écoutez, c'est son destin personnel et il a décidé de maintenir sa candidature à la présidentielle avec cette consultation. Bon, on verra ce que Xavier Bertrand, on verra ce que Édouard Philippe, on verra tous ses amis ou ses amitiés, même du bloc centre, Gabriel Attal. Je vois que tout le monde va se lancer, tant mieux. Nous, on a Marine Le Pen et Jordan Bardella, et je suis comptable, et on est comptable que de ce qu'on va présenter comme projet. Je veux simplement dire, à l'endroit de Bruno Retailleau quand même, que j'ai quand même été assez déçu de son passage à Beauvau, ministère de l'Intérieur. C'est peut-être l'ancien flic qui vous parle, en tout cas le policier en disponibilité que je suis, en même temps que mon mandat de député européen. C'est que vous avez vu que ce week-end, il y a une gendarmerie à Vouziers qui a été la cible de tirs à l'arme à feu, avec un gendarme quand même qui était à l'intérieur, qui heureusement, miraculeusement, n'a pas été blessé. Mais jusqu'à quand? Vous avez aussi ces gendarmes à Toulouse, vous imaginez. Alors Bruno Retailleau n'est plus ministre de l'Intérieur. Oui, justement, mais quand il l'était, on n'a malheureusement pas vu le grand changement. J'aurais voulu voir le grand changement. Il parle de grand remplaçant, mais j'aurais voulu voir le grand changement. Donc non, en tout cas, on propose pas le grand soir, mais on propose la grande volonté de changer les choses. Quand vous avez des gendarmes à Toulouse, et je veux le dire sur votre antenne, qui interviennent pour un individu accusé de violence conjugale, et qu'ils se font, l'un des deux gendarmes se fait fracasser, martelé de coups par cet individu, aidé par son fils de 15 ans, et que la gendarme est obligée de tirer pour sauver la peau de son camarade, son frère d'armes, avec qui elle travaille tous les jours, donc les familles se connaissent, et que la personne, le fils de 15 ans est en garde à vue, mais il est libéré vu l'état de critique de son père. Bah non, en fait, si tu touches pas un gendarme, t'es pas emmerdé. Alors Mathieu Vallet, vous savez bien que voilà. Bruno Retailleau assume une fermeture
fermeté qui est claire et nette sur ces sujets-là. Les peines minimales, par exemple, vous savez, tu touches à un uniforme, tu vas en prison. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de très simple. Il n'a jamais été ministre de la Justice. J'ai pas fait. Bah oui, mais bon, quand vous êtes au gouvernement, il siégeait quand même à la table du Conseil des ministres avec des gens qui étaient à la justice. Monsieur, à l'époque Migaud de mémoire, parce qu'ils ont tellement changé au fur et à mesure des plus. Enfin, ça n'a pas changé grand-chose. Mais enfin bon, voilà. Donc la réalité, c'est que les peines planchées, les peines minimales, c'est quelque chose que tout le monde attend. Et d'ailleurs, sur lequel M. Darmanin est maintenant d'accord. Il était absolument pas d'accord. Ça marchait pas. Ça allait transformer le pays en mexicanisation, ce qui est déjà fait par les trafiquants. Mais en réalité, aujourd'hui, il dit que c'est bon. Mais pareil pour la présidence de la défense. Lui n'était pas ministre de la Justice. Didier Migaud, oui. Il y avait Éric Dupond-Moretti. Mais moi, Michael, je suis pas là pour accabler les gens. Je me paye la tête de personne politiquement, évidemment. Je dis simplement que les 1 an où il est à Beauvau, il aurait pu pousser le garde des Sceaux à faire des peines minimales, des peines planchées. On sait bien que les flics et les gendarmes, ils bossent comme des dingues. Mais si la justice, elle ne suit pas derrière, ils vident l'océan à la petite cuillère. Et aujourd'hui, le gros sujet, ça va être la réponse pénale. Oui, mais monsieur Retailleau en a parlé quand il était à Beauvau. Il faisait partie d'une team, d'une équipe, comme une équipe de France de football. Moi, quand le gardien n'est pas bon, il ne peut pas dire oui, mais moi, je ne suis pas gardien. Le sélectionneur, c'est le Premier ministre, et les ministres, c'est les joueurs. Et quand il y a un des joueurs qui ne fait pas le taf, c'est quand même à l'autre joueur de dire au sélectionneur, il fait pas le taf, il faut qu'on aille tous dans le même sens et qu'on serve les Français au mieux qu'on peut. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Moi, je vous donne pas des faits divers, je vous donne des faits d'insécurité qui sont le quotidien de nos policiers et nos gendarmes. Moi, je n'en peux plus parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de revoir toujours les mêmes, qui font les mêmes infractions avec les mêmes profils et les mêmes suites judiciaires qui sont souvent liées à laxisme judiciaire. Vallée, en mettant son bilan... Je parle avec le cœur parce qu'on parle de femmes et d'hommes qui portent l'uniforme de la République. Et je vous remercie pour ça. Je vous en remercie. On va d'ailleurs continuer à en parler dans un instant. Mais pour terminer avec Bruno Retailleau, et si on met effectivement son bilan à Beauvau de côté, je le dis, il assume effectivement dans ses prises de parole une fermeté sur les sujets régaliens. Il souhaite visiblement les mettre en avant, notamment dans son programme pour la prochaine élection présidentielle. Concrètement, qu'est-ce qui le distingue aujourd'hui du Rassemblement national et du programme de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen? La concrétisation de la fermeté qu'il a prônée et qu'il a défendue verbalement quand il était à Beauvau. Et il a servi Emmanuel Macron dans un gouvernement où il a accepté d'être dirigé par des macronistes. Au Conseil des ministres, il n'y avait pas de cohabitation. Il faut arrêter de dire des conneries. Il n'y avait aucune cohabitation. La dissolution de 2024 n'a pas amené à ce que on est un pouvoir du RN ou même du LFI, qui sont les deux principaux partis d'opposition, à prendre les rênes de Matignon, parce que, évidemment, personne n'avait une majorité absolue. Donc il ne faut pas dire des carabistouilles aux Français, comme dirait l'autre. Il faut être sérieux, et les Français, je vous répondrai simplement, préfèrent toujours l'original à la copie. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se servent dans notre parti, tant mieux, j'aurais aimé qu'ils le fassent quand ils étaient aux responsabilités. C'est des gens qui ont exercé le pouvoir. Nous, on ne l'a jamais exercé. Le jour où on l'exercera, on fera évidemment nos preuves, et on nous jugera sur des politiques, des résultats, et j'ai pas de doute que certains médias d'extrême gauche ne nous feront aucun cadeau comme ils le font aujourd'hui, et c'est tant mieux. Nous, on ne veut pas fermer des médias ou des chaînes comme la gauche et l'extrême gauche avec C8 ou avec la chaîne CNews, avec comme d'autres médias qui leur plaît pas. On veut que chacun puisse s'exprimer, mais avec de l'argent qui n'est pas financé par les Français quand il y a de la politisation qui est faite, comme l'a montré le très bon rapport de Charles Calong. J'espère qu'il sera publié. Enfin, en tout cas, les auditions que j'ai vues. On va continuer à parler de policiers puisque vous l'évoquez. C'est un gros sujet. Vous avez vu dans le JDD. Je crois que c'est le JDD ou le Journal. Il y avait, c'était le deuxième sujet des Français après le pouvoir d'achat. La situation en France face au fléau du narcotrafic, Mathieu Vallée. À Vénissieux, près de Lyon, la Poste a suspendu son service de distribution du courrier dans un quartier de la ville en raison de récentes fusillades. Dans ce contexte, le syndicat de police Alliance réclame un renfort d'au moins 300 policiers. Écoutez Alain Barberis, qui est secrétaire départemental du syndicat Alliance Rhône. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens pérennes pour pouvoir sécuriser au quotidien la population. La preuve en est, c'est que, encore une fois, la préfecture du Rhône est contrainte régulièrement, pour pas dire toutes les semaines, d'appeler des renforts de compagnies républicaines de sécurité. Alain Barberis, secrétaire départemental d'Alliance Rhône, le syndicat de police. Il était interrogé ce matin sur CNews. On va être clair, Mathieu Vallée, à Vénissieux, la Poste arrête de distribuer le courrier en raison de fusillades. Comment est-ce qu'on en arrive à un point où même les services publics ne peuvent plus travailler ? Mais parce qu'à Vénissieux, c'est le Far West. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Moi, pendant 21 ans, j'ai arpenté les quartiers les plus difficiles de la République, non pas pour dire moi, mon œuvre, ma guerre, mais pour dire que j'ai servi là où j'estimais qu'on était le plus utile, là où les gens demandent le plus de police, contrairement à ce que les gauchistes disent en accablant la police et en accusant la police de tuer, de faire des contrôles aux faciès ou de faire des violences qu'ils appellent policières. C'est-à-dire que le constat, vous l'avez fait sur le terrain. Mais bien sûr, mais nous, on a des propositions. Moi, je suis pas là simplement pour dire il y a ça et ça, tout le monde le sait. D'ailleurs, les gens le vivent mieux que nous, donc on n'aurait pas l'offense de leur dire ce qu'ils vivent au quotidien. Ce que j'ai vécu aussi, on vient beaucoup dans
dans notre parti de quartier populaire, en déplaise à l'extrême gauche qui pense avoir le monopole de ça. Mais d'abord, une création de direction générale de la police judiciaire sur ce sujet-là, c'est important. On a une direction générale de la sécurité intérieure qui a été le fer de lance et qui est en proue contre la lutte contre le terrorisme islamiste, contre les extrémistes, contre toutes les formes de violence. Il faut qu'on ait une direction générale de la police judiciaire qui lutte contre le narcotrafic comme on le fait contre le terrorisme. C'est pas encore fait et il faut qu'on le fasse aujourd'hui. Je vois que M. Nunez a mis la direction nationale de la police judiciaire en chef de file pour les enquêtes, mais il faut une DGPJ où on a les douanes, les gendarmes, les policiers, tout le monde qui travaille ensemble dans les mêmes services avec une même volonté. Aller interpeller les gros bonnets, les gros trafiquants, les gros voyous. Derrière, les avoirs criminels, 1,5 milliard saisis par an, c'est pas assez. On peut monter à 3 milliards, mais il faut que les juges prennent l'habitude de tout saisir, de tout attribuer sans attendre les jugements. C'est des propositions concrètes que je vous fais. Je vous parle concret. Je vous pose la question justement. Et sur le terrain, il faut des brigades spécialisées de terrain qui existent déjà, ou des brigades territoriales de contact pour la préfecture de police de Paris. Pardon pour les acronymes, mais ça aussi, on changera la jungle administrative qui perd les Françaises et les Français, alors que les policiers ne demandent que ça, d'être compris des Françaises et des Français dans leur activité. Et donc oui, on les renforcera parce que tous les jours, ils charbonnent sur le terrain pour tenir la question les cités là où les voyous tiennent les murs. En tant qu'ancien policier et responsable politique, lorsqu'Alliance Police parle de reprendre le contrôle et demande 300 policiers supplémentaires, est-ce que c'est uniquement un problème d'effectifs ? Non, mais il y a un problème d'effectif. Moi, je suis allé au commissariat de Périgueux vendredi dernier. La nuit, ils sont peau de chagrin. C'est une police secours, c'est-à-dire ceux que vous appelez quand vous faites le 17 à 3 fonctionnaires en moyenne avec une BAC à 3. On ne peut pas répondre à de telles exigences après à l'échelle nationale. Mais si. Il faut un vrai plan de recrutement et un vrai plan d'investissement et un vrai plan vision pour la police. Très concrètement, vous savez aujourd'hui que vous avez 800 policiers au tribunal judiciaire de Paris qui gardent des salles d'audience, qui font de la police d'audience et qui font des transfèrements. Ces 800 policiers, vous imaginez, on pourrait en mettre 5 à 10 par commissariat, vous pourriez inonder une centaine de commissariats. Et ça, c'est de la répartition faite sur ce sujet-là, sur les centres de rétention administrative. Vous savez que dans les centres de rétention administrative qui sont importants, vous avez des policiers non armés qui font 1 mois d'école, 12 mois d'école, qui font à la sortie finalement du travail de surveillance. Mais eux, ce qu'ils veulent, les policiers en sortant d'école, c'est d'interpeller des voyous, c'est d'aider la veuve et l'orphelin, c'est de faire un métier pour lequel ils se sont engagés et pas de garder des murs, des étrangers ou des personnes. Donc ça aussi, on peut les donner à d'autres personnes. Donc vous voyez, ça c'est plus de 5000 policiers dans l'écran. Vous voyez, je vous donne déjà des pistes, mais on est très concret. Mais j'ai hâte de la présidentielle parce que ça va être débat contre débat, projet contre projet. Et entre l'extrême gauche qui pige pas grand-chose et l'extrême centre qui a un milieu calamiteux, je vous dire, on est chaud patate pour commencer à faire des débats. J'espère qu'on en fera sur la trentaine. Merci Mathieu Vallée. Merci Maryline Hérault. À demain. Merci, oui, à demain. C'était Mickaël Dorian sur Europe 1. On vous retrouve demain donc de 13h à 15h pour Europe 1 Info.